On continue à parler d'innovation, on continue à parler de passion avec Stéphanie Villejoubert. Bonjour. Bonjour. Je vais me charger des présentations et puis vous compléterez si je dis des bêtises. Stéphanie est directrice des ressources humaines au sein d'une entreprise qui s'appelle Retis, une entreprise d'Ille-et-Vilaine. Elle nous la présentera un petit peu plus tout à l'heure. Et son moteur au travail, c'est vraiment la transformation des organisations et surtout la transformation des personnes qui y travaillent. Ce côté humain, on en parlera, c'est ce qui vous motive le plus, je crois. Une particularité quand même dans votre approche, c'est l'enjeu numérique, c'est l'acculturation digitale. Vous serez amené aussi à nous préciser ces termes qui ne parlent peut-être pas à tout le monde. C'est tout le travail qu'elle mène en interne, mais aussi dans d'autres entreprises qui sont portées par cet enjeu, cette envie de changer, de se transformer. Alors, cette masterclass, Stéphanie, elle est sous-titrée « Reconnecter les savoirs et les talents ». Petite explication de texte, qu'est-ce que ces mots nous disent de vous et du travail que vous menez à Retis ? Très bien. Donc, je pense que vous avez compris, en fait, à travers les différents ateliers auxquels vous avez participé, que la transformation digitale était bien au-delà, en fait, elle est bien au-delà de la transformation technologique et que l'humain était au cœur, en fait, de cette transformation. Et pour nous, en fait, il est important de finalement profiter de cette transformation digitale pour valoriser les talents des collaborateurs, valoriser le partage de compétences, de savoir, et ceci en fait dans l'agilité, la facilitation. Le digital, ça peut faire peur un peu parfois. Retis, le métier de votre entreprise, ce sont les réseaux. Alors pour les personnes qui, comme moi, et peut-être comme certaines personnes parmi vous, ne sont pas très techno, c'est une notion qui peut être un peu abstraite. Qu'est-ce que vous faites exactement au sein de votre entreprise? Qu'est-ce que fait Retis? Donc Retis en fait propose trois grands types de solutions. Donc des solutions en fait d'espaces collaboratifs. Donc ce sont des espaces en fait favorisant le travail entre les collaborateurs de manière vraiment le plus fluide possible à travers en fait des solutions applicatives pour échanger en fait les données, mais également à travers des espaces de travail qui soient les plus harmonieux, les plus agréables possibles, mais également en fait des solutions, je dirais un peu plus obscures, effectivement, quand on ne connaît pas les réseaux informatiques et tout ce qu'il y a derrière. C'est ce qu'on appelle l'infrastructure informatique qui va supporter justement toutes ces solutions et qui vont faire en fait que l'expérience des utilisateurs va être très fluide, mais également en fait des solutions de ce qu'on appelle de sécurité informatique pour s'assurer que l'ensemble en fait des voies et des données qui vont en fait être échangées vont l'être de manière très sécurisée. Je vais peut-être être très cliché, mais vous me reprendrez tout de suite. Donc, Retis, c'est une entreprise technologique. On parle d'innovation ici. On peut se dire que pour une entreprise comme la vôtre, l'innovation, c'est une question qui arrive un peu toute cuite, en tout cas qui arrive inévitablement et très spontanément. Est-ce que c'est le cas, hein? Alors, Retis, en fait, a la particularité, pour une entreprise dans la techno, d'avoir 25 ans d'âge. Donc, on n'est pas une toute jeune start-up. On a 25 ans d'expérience derrière nous. Et comme beaucoup d'entreprises en fait, qui commencent à avoir un petit peu plus d'âge, en fait, nous avons été confrontés en fait, avec une structuration, une croissance assez forte, en fait, à un fonctionnement parfois un peu en mode silo entre les différents services, le commerce, la technique, les services supports. Et tout l'enjeu, en fait, a été pour nous de nous dire non, non, ça ne nous correspond pas, ce n'est pas notre ADN, ce ne sont pas nos valeurs. Comment réintroduire beaucoup plus d'agilité, en fait, dans notre mode de fonctionnement pour demain pouvoir mieux accompagner, en fait, nos clients dans leur propre fonctionnement. Ce mode de fonctionnement, qu'est-ce que ça générait comme problème ou comme difficulté au sein de l'entreprise ? Dès lors qu'on fonctionne en mode silo, en fait, qu'on reste dans son service, finalement, c'est pas très, je dirais, constructif, puisqu'on va aller travailler, mais sans vraiment savoir en fait ce que fait le voisin, également parfois même pire, aller critiquer ce que fait le voisin, et Ça arrive. finalement, en fait, que d'énergie perdue inutilement, alors que toute l'entreprise a besoin de se concentrer sur l'énergie positive et de la construction. Donc ce constat, vous l'avez posé, ça ne fonctionne plus comme on voudrait, c'est plus notre ADN. Il faut passer à l'action ensuite. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour faire bouger les choses? Donc effectivement, prise de conscience début 2016 que c'est récent comme... c'est récent, mais maintenant on commence à avoir un petit peu de recul, c'est ça qui est intéressant, que je dirais ce mode de fonctionnement ne nous convenait pas. On arrivait nous à la fin en fait d'un projet stratégique dans l'entreprise et la volonté de se redonner une perspective sur les 3 prochaines années.
D'habitude, on avait un fonctionnement assez classique où, je dirais, on faisait des grands messes avec le comité de direction qui expliquait, voilà, on va vous expliquer, chers collaborateurs, voilà je dirais, les axes de la stratégie. Et puis après, vous adhérez, hein, bien sûr, et puis on y va comme ça. Donc quelque chose de très descendant. 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 Donc là, l'idée était de se dire non, non, on n'est pas dans la bonne voie en faisant ainsi. Ce qu'on vous propose, en fait, c'est de co-créer en fait la stratégie de l'entreprise. On a des perceptions, mais on souhaiterait vraiment travailler avec vous pour en fait nous aider à tous ensemble en fait construire cette stratégie. Ce qu'on a proposé, c'est en fait de mettre en place des groupes agiles par thématique sur le mode du volontariat. Seuls les collaborateurs qui sont intéressés en fait, pour participer à l'aventure viennent. Par contre, on vous alloue du temps. On vous alloue 2 heures tous les 15 jours. On met en place une gouvernance avec un comité de pilotage en fait, où la direction se tiendra vraiment en ouverture pour échanger, pour arbitrer, pour vous donner des moyens aussi si on estime que voilà, l'idée est intéressante. Et donc, on a ouvert en fait un doodle, hein, très simplement. On reste une PME, on est 150 personnes. Donc voilà, je dirais qu'on reste en simplicité, avec des moyens qui sont aussi limités. Mais l'idée, c'était vraiment de se dire, finalement, ce n'est pas forcément, je dirais, les gros budgets qui font en fait les plus belles innovations. Et fonctionnant avec vous, parce qu'on est persuadé, par contre, on vous fait confiance et on sait que vous connaissez bien les terrains, vous connaissez bien les clients, l'écosystème, et on compte sur vous, voilà, pour co-construire cette stratégie. Donc on a mis en place en fait ces groupes agiles. Sincèrement, au début, en fait, quand on a lancé cette aventure, on s'est dit bon, ça peut faire flop. Tentons. Ça vaut le coup en tout cas d'oser en fait co-construire cette stratégie. Et quelle ne fut pas en fait notre surprise, puisque en fait on a eu 60% d'adhésion dès l'annonce en fait de ce projet. Et 3 mois plus tard, nous étions passés à 70% en fait de collaborateurs qui ont souhaité vraiment activement contribuer donc à la stratégie de l'entreprise. Cette volonté de participation, vous l'aviez anticipée, juste imaginez, où vous aviez des éléments déjà tangibles qui vous prouvaient que les salariés voulaient participer à une démarche de réflexion, de changement. Alors, c'est vrai qu'on a un dialogue social qui est vraiment j'estime de bonne qualité, avec en fait vraiment des collaborateurs qui sont actifs en fait et qui souhaitent vraiment co-construire. Donc on sentait que le terreau était quand même plutôt favorable. Après, c'est vrai qu'on est dans une taille à dimension humaine, donc on connaît bien tous nos collaborateurs et vraiment on est en pleine confiance. Donc on se dit vraiment voilà, que les conditions étaient réunies. Il faut savoir qu'on est sur un secteur en fait qui bouge beaucoup. Et qui bouge aussi très très vite. Donc il nous fallait aller assez vite en fait dans notre transformation pour revoir notre positionnement et vraiment être bien au fait en tout cas des attentes de nos clients et de l'ensemble de nos parties prenantes. Donc nous avons en fait proposé 7 grandes thématiques, 4 thématiques vraiment liées à notre cœur de métier, des thématiques technologiques, comme par exemple la collaboration, la cybersécurité, le smart building, enfin, voilà, des exemples en fait vraiment très technologiques, mais aussi des thématiques internes. Comment améliorer le bien-être dans l'entreprise, comment faciliter en fait la mise en place d'une organisation apprenante où on partage facilement les savoirs. Comment également en fait, revoir nos process, notre organisation, puisqu'en fait, dès qu'on va introduire beaucoup plus de flexibilité, d'agilité, forcément le système qualité en fait, peut être un peu secoué. Comment vous les avez choisis, ces 7 thématiques? Là aussi, c'était sur une base participative ou c'est plus un choix de la direction? Alors en fait, on mène régulièrement des enquêtes bien-être dans l'entreprise et également des entretiens professionnels, entretiens annuels. Et ce sont, je dirais, les thématiques qui reviennent régulièrement. Donc on se dit que finalement, puisque c'est une préoccupation en fait, de nos collaborateurs, autant qu'ils co-construisent avec nous, qu'ils participent en fait, à cette aventure-là. Donc cette thématique, ça veut dire cette communauté que vous avez mise en place. Comment ça s'est passé? Quel mandat? Je ne sais pas si c'est le terme adapté, mais quelle était la feuille de route de ces communautés? Donc effectivement, il y a une feuille de route parce qu'effectivement, quand on rentre dans une démarche en fait, agile à l'échelle en fait, d'une entreprise, il est important que les règles du jeu en fait, soient clairement définies. Donc en fait, nous avions défini un peu des règles du jeu avec des objectifs attendus, quel était le mode de fonctionnement. Et donc ils avaient 6 mois en fait pour être en phase d'idéation, puisque pour ceux qui ça parle en fait on s'est vraiment mis en mode design thinking. Une première phase en fait vraiment d'idéation, on recueille plein d'idées pour ensuite passer à une deuxième phase en fait
OK, une fois qu'on aura toutes ces idées-là, concrètement, comment est-ce qu'on converge vers un plan d'action? Et là, on a utilisé en fait 2 modes de fonctionnement. Donc un mode vraiment groupe agile sur la première partie, donc les 6 premiers mois d'idéation. Et quand on est passé en phase en fait vraiment plan d'action, là, on s'est mis en groupe projet. Voilà. Groupe agile, fonctionnement agile, je ne sais pas si c'est des notions qui parlent à tout le monde. Quelles sont les particularités d'un fonctionnement agile? Alors, en fonctionnement agile, en fait, ce qui est très important de retenir, c'est la notion d'itération. C'est-à-dire qu'en fait, on ne rentre pas en fait, sur des grandes idées en mode tunnel. On va très régulièrement en fait, s'assurer que en fait, les idées sont bonnes, on échange, d'où la notion de mettre en place une gouvernance, un comité de pilotage en fait, très régulier. Donc là, en l'occurrence, en fait, toutes les semaines, voilà, le comité de direction s'est mis à disposition en fait, des groupes agiles et plus particulièrement des rapporteurs des groupes agiles, puisque dans un groupe agile, en fait, chacun a son rôle. Par exemple, il y a un rapporteur, un rédacteur, un expert marché. Voilà. En fait, il y a une distribution en fait, de rôles au sein de ces groupes. On n'a pas parlé des outils. Vous avez dit 6 mois de feuille de route avec des règles assez clairement définies, 2 heures tous les 15 jours, c'est ça? Est-ce qu'il y avait des outils particuliers aussi à disposition de ces groupes? Tout à fait. Donc effectivement, même si, comme je l'ai dit en préambule, en fait, pour moi, l'importance, c'est vraiment l'humain. Néanmoins, les outils peuvent aider, en fait, faciliter effectivement cette démarche-là. Et donc, en parallèle du projet, en fait, nous avons équipé l'ensemble des collaborateurs de smartphones, ce qui n'était pas encore le cas chez nous, en tout cas. Au-delà de ça, en fait, nous avons mis en place des outils. Alors, chez nous, ça a été Microsoft 365 pour ceux qui connaissent. Donc, ce sont des outils, en fait, qui vont faciliter la collaboration, les échanges documentaires, les échanges de vidéos, etc. Le fonctionnement agile, comment il a été reçu par des personnes qui peut-être le découvraient pour certaines? Qu'est-ce que ça a suscité chez les personnes qui ont participé à la démarche? Eh bien, écoutez, moi, en tant que DRH, ça a été une très belle expérience, puisqu'en fait, ça a permis aussi de révéler des vrais talents, des vraies passions. On a eu la chance, en fait, d'avoir dans ces groupes vraiment, je dirais, beaucoup de diversité dans les profils, les âges, les sexes, les fonctions occupées. On a la chance d'accueillir chaque année beaucoup d'apprentis. Qui ont participé aussi? Et complètement, et donc je me réjouis de voir qu'il y a beaucoup de jeunesse en fait dans l'auditoire, puisque effectivement ils ont été vraiment très très dynamiques, très partie prenante, et donc il y a eu un peu ce qu'on appelle du reverse mentoring, c'est-à-dire des jeunes, des moins jeunes, et je dirais qu'avec des binômes vraiment très très riches, l'expérience, le dynamisme et la créativité, enfin voilà, c'était vraiment très très riche. Et donc au-delà de ça, en fait, on a pu mettre en place en fait des communautés de passionnés. En fait, sont mises en place et maintenant elles perdurent au-delà de cette expérimentation. Donc, par exemple, en fait, on a une communauté qui s'est autoproclamée les Happy Agitateurs, qui au début, nous étions 4. Maintenant, il y a 15 personnes. Qui sont là pour en fait veiller au bien-être dans l'entreprise, avec après des commissions comme par exemple comment en fait s'assurer et aller au contact en fait des services pour s'assurer que la communication est toujours bonne, que le management est bien adapté, être force de proposition bien sûr, organiser les 25 ans de l'entreprise. Enfin, voilà, je dirais que les thématiques sont très très larges, mais ça nous permet vraiment un vrai relais, et pour le CE aussi c'est un relais en fait d'avoir des ambassadeurs du bien-être. Une autre communauté, par exemple, qui s'est là aussi proclamée la Team Dragon Security. Donc là, en fait, ce sont nos geeks qui sont passionnés de sécurité. Donc on a essayé d'alimenter aussi, parce que pour nous, cette notion de communauté, elle est à faire vivre. Ça donne vraiment du sens au travail. On va plus volontiers travailler quand on sait qu'on va rejoindre aussi des collègues qui partagent les mêmes passions. Donc là, ils sont équipés de des suites en capuche noire. Ils ont fait leur logo de Dragon Security, et on trouve ça finalement, on entretient cette flamme, cette passion. Et au-delà de ça, en fait, ils partagent en fait leur veille documentaire sur la thématique. Donc ça, c'est facilité aussi avec les outils, notamment Microsoft 365, qui permet en fait facilement de structurer de la veille techno. Et donc c'est partagé en fait à tous ceux qui s'abonnent en fait à cette communauté peuvent bénéficier en fait du partage de savoir au sein de la communauté. Vous avez parlé de communauté, de diversité aussi. Ça doit être un enjeu de réussir à maintenir quand même une diversité dans ces petits groupes. Vous avez parlé de vos geeks notamment. Comment faire en sorte que la communauté, à un moment, ne devienne pas un petit entre-soi où on parle juste de ses passions, mais on oublie de diffuser autour de soi au reste de l'entreprise?
Alors, il y a plusieurs choses. Pour entretenir effectivement la dynamique d'innovation, en fait, tout d'abord, ce n'était pas notre cas, mais on a créé une direction marketing innovation avec en fait des responsables dont la mission en fait est d'aller entretenir justement ces communautés, aussi bien en interne avec différentes techniques de créativité, d'innovation, mais également aussi en fait en tissant des liens étroits avec un écosystème élargi, que ce soit des écoles, des centres de recherche, d'autres entreprises qui partagent en fait les mêmes problématiques. Il est vraiment important en fait de s'ouvrir. Enfin, cette notion d'écosystème, effectivement, il faut surtout pas en fait rester cloisonné. Il faut s'ouvrir en fait et faciliter le partage, la découverte. Oui. On a également mis en place, en fait, on commence à mettre en place ce qu'on appelle des learning expeditions. Donc en fait, c'est la possibilité en fait d'accueillir des entreprises qui viennent découvrir notre mode de fonctionnement en interne. Et en contrepartie, on fait du troc. En fait, nous aussi, on va découvrir en fait comment eux fonctionnent. L'idée vraiment, c'est voilà, de s'ouvrir et puis de faire des échanges, du partenariat. On reviendra sûrement sur cette idée d'aller voir ailleurs et d'inviter chez soi pour montrer ce qui marche bien. L'objectif de départ de cette démarche, c'était quand même de changer votre fonctionnement. Au-delà de la création de ces communautés, quels résultats concrets vous avez pu observer, même si c'est assez récent comme démarche? Est-ce qu'il y a des choses qui ont fonctionné? Alors, effectivement, en fait, en rentrant dans cette dynamique-là, en fait, c'était quand même le saut un peu vers l'inconnu. C'était pas voilà, notre fonctionnement d'origine. Et on s'est dit que notre productivité, en fait, allait certainement un petit peu en pâtir, puisqu'en fait, on a quand même consacré beaucoup d'heures en fait, pour ces groupes de travail en fait, en interne. De moyens financiers aussi, sûrement? Des moyens aussi financiers un petit peu sur les équipements, effectivement. Oui. Et en fait, écoutez, franchement, j'invite à tous ceux qui font partie d'entreprises en fait, à vraiment rentrer dans cette dynamique, puisque en fait, en un an, on a gagné en fait, 10 points de croissance sur notre taux de facturation. On a vraiment connu une croissance à 2 chiffres assez intéressante. Et je pense que... Vous pensez que c'est lié à ce changement? Bien sûr, ce n'est pas que ça. C'est aussi parce qu'on est dans un environnement propice, avec une réelle dynamique et des vrais besoins en fait, des entreprises sur le sujet. Mais néanmoins, forcément, le fait que les collaborateurs soient partie prenante et qu'ils se sentent vraiment intégrés avec un vrai rôle à jouer, forcément, on démultiplie en fait, ses forces. Et tout le monde a pu bénéficier, in fine, en fait, de la participation dans l'entreprise et financièrement, du coup, aussi avoir un vrai gain en fait, par rapport à cette dynamique-là. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a vraiment un cercle vertueux qui s'est mis en place. Vous nous disiez qu'au démarrage de cette démarche, 60 puis 70 personnes se sont dites intéressées, ont été volontaires. Ça veut dire qu'il y avait des personnes plus réticentes. Est-ce que vous avez vu un changement dans leur positionnement? Alors, d'emblée, en fait, en termes de conduite du changement, le parti pris, ça a été vraiment de miser sur les ambassadeurs. On y va avec ceux qui sont intéressés. Voilà, on y va avec vraiment tous ceux qui ont vraiment envie d'eux, en misant en fait sur la viralité positive, je dirais, de la démarche. Et on a eu finalement, avec maintenant un an de recul, en fait, on se rend compte que les plus résistants, en fait, je ne vais pas dire que ce sont devenus forcément les ambassadeurs, quoique certains ont changé vraiment de posture. Mais en tout cas, effectivement, il y a eu une dynamique positive et ils ont été finalement aspirés par cette dynamique. Et vous, très personnellement, DRH, mais aussi personne humaine, qu'est-ce que vous en avez retiré de cette expérience? Écoutez, en tant que DRH, je pense que ma vocation, enfin le choix en fait de faire ce métier-là, en fait, c'est vraiment de pouvoir valoriser les talents dans l'entreprise, faire en sorte que voilà, il y ait vraiment une dynamique positive. Donc pour moi, c'est une vraie satisfaction personnelle, en tout cas, de participer, même si finalement ce sont les collaborateurs qui font le plus gros du travail. Peut-être la petite impulsion aussi, quand même. Faciliter, on va dire, en fait, cette intelligence collective. Et plus que jamais, moi, ça m'a donné envie vraiment d'aller au-delà en fait, de cette expérience, convaincue, passionnée par le sujet. D'où aussi maintenant, en fait, le fait de m'ouvrir aussi sur d'autres écosystèmes, puisque j'accompagne aujourd'hui des clients et aussi pas que, en fait, aussi des entreprises qui ne sont pas clientes de Retis, mais qui, en tout cas, ont envie d'être accompagnées dans la dynamique. J'ai repris également mes études, en fait, sur le sujet. Et ça, c'est un sacré changement aussi. Voilà, et vraiment, je suis convaincue et passionnée. Donc, sur quoi les études, exactement? Là, en l'occurrence, en fait, c'était une formation en fait, sur le pilotage de la transformation digitale, une formation en fait, dispensée par HEC École des Mines. 6 mois d'expérience assez riche, on imagine toute cette stimulation. Vous le disiez, l'enjeu, c'est l'après. Vous n'avez pas peur que ça retombe un peu à un moment ou qu'il y ait ce sentiment post-euphorique?
ou ça flotte un peu dans l'entreprise? Alors, comme dans tout changement, en fait, on appelle ça la courbe du changement. On sait bien qu'on ne peut pas être tout le temps en émulation. Donc, forcément, il y a toujours un petit moment en fait, où il y a une toute petite retombée d'énergie. D'où la volonté maintenant de passer en phase groupe de projet avec des personnes qui sont missionnées exprès pour ça, en fait, justement pour entretenir la flamme et faire en sorte que vraiment l'innovation soit dans la culture, dans l'ADN de l'entreprise plus que jamais. On a parlé beaucoup de fonctionnement, de culture, mais au niveau vraiment des personnes, dans ce qu'elles sont, est-ce que vous avez vu un changement dans les relations de travail, par exemple, dans la façon de collaborer, de se comporter dans son entreprise? Je pense que le fait de travailler en groupe agile, vraiment désiloté avec des personnes de différents services, forcément, ça fait avoir un autre regard en fait, sur ses collègues. C'est plus le service qui est derrière les quatre murs, c'est finalement mon collègue qui lui aussi a des compétences très complémentaires aux miennes et qui finalement en fait peut venir m'aider dans ma problématique ou dans notre problématique. Et je pense qu'on a vraiment à gagner en fait à plus travailler en synergie avec finalement en groupe projet en fait en interne. Alors, il ne s'agit pas ici de transmettre des recettes miracles, il paraît qu'il n'y en a pas. Non. Est-ce que vous auriez néanmoins des conseils à donner à notre public, des enseignements que vous avez tirés de cette expérience, de votre expérience au sein de Retis, des accompagnements que vous faites également dans d'autres entreprises? Quel message vous voudriez faire passer? Alors, le premier, effectivement, je pense que ça a été dit par plusieurs autres intervenants, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle, effectivement, que chaque entreprise a sa culture et qu'il est vraiment important de la respecter. Par exemple, dans le cas de Retis, en fait, on avait en préambule en fait, de toute la démarche fait travailler en fait, les collaborateurs sur les valeurs, sur quoi vraiment on pouvait en fait s'adosser, les piliers en fait qui nous semblaient vraiment importants pour guider en fait notre démarche. Au-delà de ça, en fait, c'est de faire confiance, croire vraiment que chaque personne a à apporter en fait dans la démarche, faire confiance. Bien communiquer régulièrement, ça c'est un point qui est essentiel en fait dans ce type de projet, c'est-à-dire de communiquer sur les avancées en fait aussi bien collectives qu'individuelles, en valorisant en fait les collaborateurs, en misant également en fait en détectant les talents, aussi favoriser en fait les mobilités internes. Nous, ça nous a permis vraiment d'avoir un plan très très dynamique et finalement une personne qu'on avait vu enfin, à un poste, finalement c'est dévoilé et finalement change complètement de métier et ça c'est super. Voilà, donc c'est d'être à l'écoute, communiquer régulièrement et faire confiance. Je rebondis juste, et ce sera probablement ma dernière question, sur cette idée de communiquer. Comment vous avez communiqué en interne et peut-être aussi à l'extérieur sur ce que vous faisiez, sur ce que ça apportait? Comment vous avez valorisé cette expérience? Alors, effectivement, il est important d'avoir une communication régulière. Donc, nous, on a la chance aussi d'avoir une communication en temps réel. En fait, on a des outils d'affichage dynamique qui permet en fait, à l'ensemble de l'entreprise. On est sur 6 sites partout en France, Lyon, Toulouse, Quimper, Paris, etc. Donc, en fait, pouvoir communiquer en dynamique sur les avancées des projets, mettre des coups de projecteur en fait, sur des compétences, des nouveautés, informer tout le monde aussi sur ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, de la veille marché. Ça, c'est vraiment un élément très, très important. Voilà. Merci Stéphanie Villejoubert, on peut l'applaudir, je pense.